Est-ce que Monsieur Simon d'Aragon va finir à l'Élysée ? Soit vous allez voir vos clients en prison, soit vous allez voir vos clients sur un bateau. Est-ce que la fiscalité c'est réservé pour les riches ? En fait, dès qu'on a de l'argent, on fait de l'immobilier, qu'on le veuille ou non. Notre espoir, c'est Jordan Bardella. C'est ça notre espoir. Moi je veux les mêmes conseils que Simon d'Aragon applique pour lui-même. Qu'est-ce que tu fais en immobilier ? Qu'est-ce que tu investis ? Si un jour je suis ministre de l'économie, je veux aussi être le ministre des économies. Moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées dans cette logique d'expatriation à Dubaï, 9 sur 10 reviennent au bout d'un an. Il y a une période où j'ai été malade, où je me suis dit c'est fini. Il y a quelques ahuries là, j'ai pas besoin de donner des noms. Non mais c'est à prendre ou à laisser. Moi je fais toujours ce que je veux. T'imagines la mesure que je viens de te donner, si tu la mets dans le podcast et qu'elle explose, là je me fais 577 plus 348 ennemis d'un coup. Les amis, maintenant il y a une nouveauté sur le podcast. Et ça tient là-dedans, ce petit papillon. C'est très simple, l'invité vous fait gagner quelque chose en rapport avec son activité. Pour gagner, c'est très simple, vous écoutez le podcast. Dans le podcast, il y aura des informations, ou en tout cas, on va parler de la chose que tu fais gagner. Si vous voulez gagner ce cadeau, vous devez commenter et dire ce qu'il y a dans le papillon. Simon, bienvenue dans le podcast. Bonjour David, merci de m'accueillir. Je suis très content de t'accueillir sur le podcast. Partagez, plaisir partagé. On accueille un futur président de la République sur le podcast. Commençons pas en disant des bêtises, soyons sérieux pour démarrer. Alors je fais un petit disclaimer parce que on va parler politique, on va parler fiscalité, tu vas expliquer ce que tu fais, etc. À première vue, la fiscalité, ça peut paraître un peu rébarbatif. Tu vois, c'est pas un truc que les gens ont pour passion de base, mais Simon est une des personnes les plus marrantes et les plus fines que je connaisse. Donc sincèrement, vous allez passer un bon moment, je pense. Merci David, merci de dire ça. On va faire une petite intro juste pour vous dire que le dernier épisode a super bien marché. Je suis extrêmement content de la répercussion qu'a eu le podcast. Donc merci à vous. Sachez aussi que le podcast est disponible sur Spotify, Apple Music et toutes les autres plateformes d'écoute en ligne. Mais c'est quand même plus sympa de le voir en vidéo parce qu'on voit les invités, leurs réactions et il y a beaucoup de matos. Et toi ? Et moi, évidemment. Du coup, on va faire une petite introduction pour apprendre à te connaître, pour que les gens qui ne te connaissent pas te découvrent, ou alors les gens qui te connaissent déjà apprennent à encore mieux te découvrir. Par contre, moi, je veux le vrai Simon. On va essayer. Moi, je veux le Simon de Dubaï quand on est parti en vacances, etc. Non, on peut pas tout donner. On peut pas tout donner. Mais on va donner le maximum avec plaisir. On va changer de casquette cette fois-ci. Déjà, tu peux te présenter, nom, prénom, âge. Alors, je m'appelle Simon d'Aragon. J'ai 34 ans. Tu m'as dit nom, prénom, âge. J'ai répondu à toutes les questions a priori. Hein, mais si t'en veux davantage, tu me dis. Jusque-là, tout va bien. Le métier. Alors, je suis docteur en droit fiscal. Alors, pour être précis, j'ai 2 casquettes principales dans ma vie de tous les jours. J'ai une casquette d'enseignant, puisque je suis un prof de la fac. Donc, je suis maître de conférence à l'université. Je dirige un master de droit fiscal. Donc, je suis un spécialiste de la matière fiscale. Je forme les fiscalistes de demain. Et ma deuxième casquette, c'est que je suis chef d'entreprise. Donc, j'ai un certain nombre d'entreprises, la principale d'Aragon Conseil, qui est chargée d'accompagner tous ceux qui en ont besoin en matière fiscale et plus globalement dans les prises de décision qui concernent les activités d'investissement, les structurations, les chefs d'entreprise, les sportifs de haut niveau, les influenceurs, les youtubeurs, bref, tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui finalement gagnent de l'argent, ont des rémunérations, ne savent pas comment les optimiser et surtout, comme tu le disais en introduction, c'est un peu mon fil conducteur, moi je veux rendre la fiscalité accessible à tous, donc je le fais avec des mots simples et ce que je dis toujours, c'est pas de moi, je crois que c'est de Steve Jobs, le plus dur, c'est de faire simple. Docteur en droit, combien d'années d'études ? Alors, docteur en droit, c'est 5 ans de formation classique, l'obtention d'un master en droit fiscal. Et ensuite, j'ai écrit une thèse pendant 5 ans et demi. J'avais fait un deuxième master au passage. Donc, ça a duré 12 ans, tout ça. Wow. Ça a été un peu long, mais ça a été passionnant. Et surtout, c'était nécessaire pour se créer une crédibilité, une légitimité dans la matière qui est la mienne. Qu'est-ce que tu as comme hobby ? Le sport, c'est le premier qui me vient naturellement. Tu fais quoi ? Je suis passionné de sport. J'ai beaucoup joué au tennis quand j'étais plus jeune. C'était vraiment une grosse partie de ma vie jusqu'à les 14-15 ans. Le sport de manière générale, je suis quasiment tous les sports et je pratique alors le tennis beaucoup moins. En plus, physiquement, on chute avec le temps. Donc on se met au padel, tu vois. Le padel, tu vois ce que c'est, 2 contre 2 dans la cage vitrée. Physiquement, ça en demande beaucoup moins que le tennis. C'est impeccable. Je pense qu'il va falloir qu'on s'affronte
prochainement au paddle du coup. Bah, entraîne-toi un peu d'abord. Prends le temps. La chose dont tu es le plus fier jusqu'à présent? Je dirais que c'est assez global. Alors, je vais pas cibler quelque chose en particulier. Je vais dire que c'est assez global. C'est que je m'astreins à une forme de progression chaque année et à la réalisation de certains projets et à l'atteinte de certains objectifs. Et j'estime que j'y arrive bien. On va en parler un petit peu plus tard dans différents domaines. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on va dire ce qui me caractérise et ce qui fait que les gens me suivent aujourd'hui, c'est que je suis devenu une référence en matière fiscale. Ok. Et si on devait retenir une chose à ton enterrement? Que j'étais un homme de confiance. Alors j'aime bien commencer l'effet papillon par l'effet papillon de la rencontre avec l'invité. Toujours dans l'esprit de me dire, parce que en gros, l'effet papillon, c'est un événement qui a transformé ta vie. Ok. Professionnel ou personnel. J'adore expliquer comment, avec une personne que j'ai en face de moi, on s'est rencontrés, on a créé des liens, on a matché, etc. Et c'est aussi pour dire aux gens que à la base, une rencontre vraiment parfois improbable ou parfois au début, parce que toi et moi on s'est rencontrés de façon vraiment très vague, peut amener à de belles choses. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, si j'avais su qu'on aurait fait autant de voyages ensemble et qu'on aurait autant rigolé, j'avoue, j'aurais pas mis une pièce dessus. Donc en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, on était à Kiev pour un événement, on va dire comment on appelle ça, un séminaire. Ouais. Un séminaire avec plusieurs speakers. Ah ouais, c'était vraiment c'était un bel événement. C'était cool. Événement. On avait beaucoup rigolé. Donc du coup, moi, je suivais Tony pour son vlog. Je le suivais en caméra. Et c'est vrai qu'il me parle de Simon d'Aragon et plusieurs fois dans le week-end. Il m'a dit, il faut que je rencontre Simon d'Aragon, il faut que je vois pour la fiscalité, prendre un rendez-vous, avoir un contact, etc. Moi, je te vois, du coup, on se croise. Du coup, à la fin du séminaire, toi, tu repartais très vite. Donc, vous parlez avec Tony. Et moi, je suis derrière la caméra et il se passe pas grand-chose. Et on se retrouve à Dubaï, quelques années après. C'était pourquoi? C'était pour juste prendre le mix de travail, plaisir. Exactement. Moi, à titre perso, j'avais des rendez-vous là-bas et puis on en a profité pour découvrir. C'est ça. Et on se connaissait pas plus que ça. Et du coup, on se retrouve à Dubaï, du coup, tous ensemble dans cette magnifique ville. Et on a passé quelques jours vraiment exceptionnels. Du coup, je t'ai découvert, vraiment. Et l'image que j'avais de toi, très carré, costume, etc., elle a vachement changé parce qu'au final, t'es un mec qui rigole beaucoup, alors qu'on n'a pas l'impression, tu sais, sous ce côté très carré, très fiscalité, que tu rigoles autant et que t'es aussi fin dans tes blagues. Du coup, c'est pour ça, ça m'a beaucoup... je crois que j'en ai parlé 10 fois à Tony après, en lui disant, c'est fou l'image que j'avais et ce qu'il est vraiment. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, je la répète souvent, je trouve que c'est bien d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc, exactement. Du coup, il y a un formalisme à respecter en fonction de nos métiers, évidemment, mais voilà, il faut rester simple et rester les pieds sur terre, c'est important. On va passer directement aux effets papillons. Donc, c'est un événement qui a transformé profondément ta vie. Le premier qui me vient en tête, moi, naturellement, c'est la fiscalité. J'aimerais bien que tu reviennes rapidement sur comment cette passion, parce que du coup, c'est vraiment une passion pour toi, comment c'est venu à toi et comment tu peux... moi, le premier truc qui me vient directement à l'esprit, c'est comment d'un truc, on va dire les termes, tu vois, chiant de base, t'arrives à en faire quelque chose d'intéressant. Parce que moi, c'est vraiment la chose qui me marque avec toi, c'est que, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'ennuie un peu, j'avoue, cette partie-là. C'est pour ça généralement qu'on la délègue. Mais avec toi, t'arrives à rendre... Vu que t'es passionné par ton travail, tu rends la chose passionnante. C'est comme, je sais pas moi, un mec qui fait des couteaux. Si le mec est passionné par ce qu'il fait, tu peux l'écouter pendant des heures. Et toi, c'est exactement ce qui se passe. En fait, alors je vais reprendre un peu le process, mais le raisonnement, il est le même dans tous les métiers. Moi, quand je vais voir un garagiste, je comprends rien à ce qu'il me dit. Quand je vais voir un chirurgien, je comprends rien à ce qu'il me dit, globalement. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours eu cette volonté, et je vais y revenir après le process. Tu parles d'effet papillon, c'est important. J'ai toujours eu cette volonté de me dire, OK, la personne que j'ai en face de moi, il faut qu'elle comprenne ce que je lui raconte. Et en fait, la problématique de tous les professionnels, quel que soit leur domaine, d'ailleurs, que ce soit en matière fiscale ou plus globalement, c'est qu'ils parlent pour eux-mêmes. C'est-à-dire que quand tu parles de ton domaine de spécialité, par exemple, un avocat spécialisé, je sais pas moi, dans les procédures collectives, quand il s'adresse à son client, la plupart du temps,
il parle pour lui. C'est-à-dire qu'il utilise des mots compliqués pour montrer son savoir. Exactement. Et en fait, ça n'a aucun intérêt de fonctionner ainsi, si ce n'est que la personne qui est en face de toi ne comprend pas ce que tu racontes, donc du coup va être obligé de revenir. Alors ça c'est vrai, c'est sûr que pour les honoraires c'est pas mal parce que ça oblige à revenir, mais en fait tu n'as pas la satisfaction dans le regard de la personne que tu as en face de toi de te dire ok, je viens de transmettre vraiment quelque chose. Et en fait c'est ça la base de mon raisonnement, c'est la transmission, c'est de me dire en fait je préfère voir une personne une fois dans sa vie, mais changer concrètement sa perception des choses et qu'elle m'envoie 10 clients clairement, plutôt que de la voir 10 fois parce que je lui donne des petits morceaux de ce qu'elle doit savoir. Donc moi, mon objectif, c'est de rendre autonomes les personnes que je vois, c'est de les former d'une certaine manière à la fiscalité. En tout cas, on ne devient pas fiscaliste, mais on peut se former petit à petit, devenir autonome et surtout, progressivement progresser et surtout être considéré comme quelqu'un qui parle avec des mots vrais, avec des mots qu'on comprend, avec des mots simples. Moi, je dis toujours que en matière fiscale, je peux prendre un gamin de 15 ans dans la rue, je suis sûr qu'il peut comprendre tout ce que je vais raconter. Et c'est ça vraiment mon ambition. Alors après, pour revenir à l'origine, parce que c'est un petit peu la question que tu me posais. L'effet papillon. L'origine, l'effet papillon. Alors moi, je commence mes études de droit de manière assez classique, à la faculté de droit de Nice au début. Et je crois que j'étais en 2e ou en 3e année, je vais voir le doyen de l'université. Et je lui dis, voilà, monsieur le doyen, avec qui je m'entendais bien, avec un personnage, le doyen de l'université, c'est quand même un personnage. Je lui dis, voilà, il y a 2 matières que j'aime beaucoup. Il y a le droit pénal. Tout le monde aime le droit pénal. Tu sais, les délits, les crimes, les plaidoiries, etc. Tu vois, ce qu'on voit à la télé, les séries policières, bref, tout ça. Comme une scène de théâtre. Voilà, le droit pénal. Et je lui dis, et le droit fiscal. Il me dit, en fait, Simon, il y a 2 possibilités pour vous plus tard. Soit vous allez voir vos clients en prison, soit vous allez voir vos clients sur un bateau. C'est très cliché. Je me dis, faites votre choix. Et bon, alors évidemment, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça qui a guidé uniquement mon choix, mais c'est une phrase dont je me souviens parce que ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, en fait, moi, je vais faire. Ma passion, c'est aussi de faire des plaidoiries à l'époque en matière pénale. Et les plaidoiries, je vais les faire en matière fiscale. C'est OK. Mais c'est un peu ce que tu fais. Exactement. Quand tu défends un client ou quand tu expliques une situation. Quand on fait une conférence, c'est vraiment l'objectif, c'est de plaider entre guillemets quelque chose, d'expliquer quelque chose avec des mots simples. Donc du coup, je me suis engagé vers cette matière et puis alors au fur et à mesure des années, ça s'est renforcé en moi, c'est-à-dire que je voyais tout le monde autour de moi, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, se plaindre toujours des impôts et je comprends pas pourquoi je paye ci et je sais pas comment on déclare ça. Et en fait, cette incompréhension générale a fait que je me suis dit, ok, ce domaine-là, personne le comprend. Et je vais en faire mon cheval de bataille. Comment tu as réussi à avoir tes premiers clients ? Comment ça se passe entre le moment où tu finis tes études, tu finis ta thèse du coup, donc tu es toujours étudiant. Ok, ça y est, la thèse est validée. Alors je deviens docteur en droit le lundi 16 octobre 2017. Précis. C'est le genre de date qu'on n'oublie pas, c'est des moments importants dans une vie, puisqu'on soutient une thèse, on soutient 5 ans et demi de travail, donc c'est important. Et à la suite de cette soutenance, on a un peu... quand on devient docteur, on vient de passer 5 ans et demi à travailler sur un travail de recherche très, très conséquent. On a une sorte, pas de dépression, mais tu vois, on a d'un coup un vide. Voilà, on a d'un coup un vide. Et j'ai la chance à ce moment-là d'être contacté par un député qui représente les Français de l'étranger et qui me dit, voilà Simon, moi j'aimerais aller transmettre la fiscalité aux non-résidents, c'est-à-dire aux Français qui vivent à l'étranger. J'aimerais que tu viennes faire cette conférence en matière fiscale. Et donc, ça s'enclenche très rapidement. Je me retrouve à aller faire une dizaine de conférences dans toute l'Europe avec ce député. Et donc, on fait toutes les capitales. On part en tournée d'une certaine manière. Incroyable. Et je me retrouve à faire Budapest, Bucarest, Prague, toutes les capitales d'Europe de l'Est avec des interventions devant des non-résidents, donc des Français qui sont partis vivre à l'étranger. Et finalement, c'est ce qui a constitué en point de départ les premiers clients que j'ai eus en matière fiscale, puisqu'ils avaient besoin d'aide à ce moment-là. Et donc, du coup, les échanges de contacts se sont faits à l'occasion de ces conférences. Donc ça, on va dire que c'est le point de départ. Et puis ensuite, il y a eu la chance de certaines rencontres, le plaisir de certaines rencontres. Notamment, c'était l'époque où les réseaux sociaux commençaient à se développer. Et j'ai eu la chance de rencontrer notamment une personne assez présente sur les réseaux sociaux qui m'a assez naturellement envoyé toute sa communauté de confiance. On peut dire son nom ? Oui, bien sûr, c'est Christopher Wangen, qui est un spécialiste de la matière immobilière, lui, un formateur immobilier. Et donc, j'ai commencé à travailler avec lui. Toi, tu l'as rencontré du coup très tôt ? Très tôt, il était au tout début, lui, et il a eu besoin d'aide en matière fiscale. Donc, au début, je l'ai aidé sur sa partie à lui, perso. Et puis, petit à petit, il a commencé à avoir il a vu que tu faisais du bon travail, du coup, il t'a recommandé. Voilà, exactement, et ça s'est fait assez naturellement, finalement.
Ok. C'est vrai que un point que tu soulèves là-dessus, c'est que tu es un fiscaliste présent sur les réseaux. On essaie en tout cas. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que tu fais du contenu qualitatif, récurrent. Donc, ceux qui veulent suivre Simon sur les réseaux, ou ceux qui le suivent déjà, voient que tous les jours tu postes régulièrement, que ce soit pour parler à tes abonnés des prochaines lois, etc., de leur donner des conseils. On voit aussi un peu le côté lifestyle, où tu es en train de bouger, on en reviendra un petit peu plus tard, mais tu bouges un petit peu partout dans la France entière, voire même un peu à l'étranger. T'es très présent sur les réseaux. Alors j'essaie d'être présent, c'est pas forcément simple. Le risque, moi je l'ai identifié assez tôt. Le risque, c'est que quand tu es spécialiste d'une matière, si tu commences à prendre trop de temps pour les réseaux sociaux, en fait tu oublies ta spécialité et le fait de toujours être performant dans ton domaine de spécialité. Faut un juste milieu, hein. Donc il faut un juste milieu. Il y a des fois où pendant quelques jours, en fait je poste rien. Alors j'ai pas de stratégie, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas forcément. T'as pas un truc où tu te dis je poste toutes les semaines. Exactement. Voilà, j'ai pas une stratégie où je me dis je fais tel post le lundi, etc. Ouais. Non, c'est comme ça vient. C'est-à-dire que de temps en temps j'ai une idée. T'es authentique. Voilà, exactement. Et je crois que c'est ce qui plaît d'ailleurs. Du coup, tu disais que donc Christopher t'a amené des clients. Après, t'as commencé à créer ta clientèle. Aujourd'hui, maintenant, t'as des gens un peu connus. Tu peux dire des noms ou Alors, des noms, c'est difficile. Je peux dire que les noms de ceux qui partagent naturellement mon travail sur leurs réseaux sociaux. Sinon, je garde la confidentialité. Il y en a qui préfèrent pas dire qu'ils travaillent avec un spécialiste de la matière fiscale parce qu'ils ont peur que ce soit interprété comme de l'évasion, etc. Ouais. Donc, je comprends. Non, je travaille par exemple en sportif. Je travaille par exemple avec Arthur Hindernesch, qui est un joueur de tennis, qui est dans le top 60, top 70. Il te donne des conseils un peu de... Non, j'ose même pas. Non, c'est vraiment le plaisir pour le coup d'accompagner quelqu'un de ce sport. Bon, il y a d'autres joueurs de tennis que j'accompagne également, certains joueurs de rugby également, de différents clubs. Bon, voilà, il y a un certain nombre de sportifs que j'ai la chance d'accompagner, avec qui ça se passe vraiment bien. Tu soulèves un autre point intéressant. Est-ce que la fiscalité, c'est réservé pour les riches ? Alors, c'est tout le contraire. Parce que c'est ce qu'on a tendance à penser. Exactement. Et c'est naturel d'ailleurs. C'est naturel. On se dit que de toute façon... Alors, il y a un truc qui est vrai, c'est que si on ne paye pas d'impôts, on n'a rien à optimiser. Ça, c'est vrai. Non, mais autant se le dire. Ouais. Par contre, il y a riche et riche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil minimum. À partir du moment où je paye des impôts, à partir du moment où j'ai envie de faire des choses, par exemple d'investir, quel que soit le secteur, dans l'immobilier, dans le financier, peu importe, je dois me faire accompagner pour choisir la meilleure stratégie d'investissement qui correspond à mon profil. Donc je peux pas me dire allez, j'achète un appartement comme ça, je le mets en location sans me renseigner avant sur la fiscalité. Parce que sinon, la rentabilité de mon investissement peut être tuée par la fiscalité. Parce que ce que tu m'avais dit, c'était qu'un mauvais choix dans ton choix de société, dans ton investissement, si tu veux par exemple, parce qu'on va parler un petit peu d'immobilier aussi, est-ce que tu es pas principalement, mais tu es beaucoup là-dedans. Si tu choisis mal ta structure, si tu choisis mal ce que tu veux en faire, tu peux très très vite te retrouver dans la... Complètement. Complètement, et puis surtout, souvent les choix que tu fais, c'est sur du moyen long terme. Donc un mauvais choix au départ, c'est pas sûr que tu puisses le modifier en cours de route. Ouais, et tu vas le payer à la fin. Et tu vas le payer, tu vas le payer. Et si tu le modifies, tu vas le payer, puis sinon tu le payeras à la fin. Donc c'est important, dès qu'on fait quelque chose, d'envisager de voir un spécialiste. Et je précise un truc qui est important, parce que c'est une question qui me revient souvent. Moi je dis toujours, il n'y a pas de petits clients et de grands clients. Il n'y a qu'une relation humaine. Et surtout... C'est très politique cette phrase. Et surtout, les petits d'aujourd'hui sont peut-être les grands de demain et inversement. Et donc, je crois que ça, c'est important de l'avoir en tête, notamment pour tous les entrepreneurs qui regardent le podcast. On est à un certain niveau aujourd'hui, peut-être que demain, on est tout en haut. Et je crois que c'est important de toujours l'avoir en tête, d'être exigeant aussi soi-même dans le choix des professionnels qu'on fait, parce qu'il faut viser haut. C'est vrai. C'est quoi la question qu'on te pose le plus souvent en tant que fiscaliste ? En ce moment, c'est est-ce qu'on peut s'expatrier fiscalement ? Et facilement. Et surtout et facilement. Et facilement. Non, vraiment en ce moment, ce qui revient beaucoup, compte tenu de la situation qu'on connaît en France. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre de payer beaucoup. On est dans une instabilité politique globale. Comme rarement on a été. Ouais, et donc du coup, tout le monde s'inquiète aujourd'hui. Et tous ceux qui ont les moyens de partir se demandent est-ce que je vais pas partir ? Donc ça, c'est ce qui revient le plus en ce moment. Et est-ce que c'est facile de partir alors ? C'est pas forcément facile. On peut le faire. Ça nécessite certains coûts et surtout ça nécessite d'être
très exigeants dans l'organisation du changement de résidence fiscale. Donc, si on veut s'expatrier, pourquoi pas, mais il faut le faire de manière très carrée et très cadrée avec un professionnel. Est-ce que tu as des petites anecdotes de fiscalité, que ce soit originale, marrante ou même un petit peu Alors, j'en ai plein. Border? J'en ai plein des anecdotes. Est-ce que tu peux nous en donner deux ou trois? On peut en prendre 2 ou 3. Déjà, ce que je veux dire, c'est que chaque situation est particulière et je pense que tous les business aujourd'hui, je les ai vus, tous. Même ceux que tu peux pas imaginer, je les ai vus. Parce que tout simplement, en fait, mon activité, la particularité de mon activité et de mes recommandations, c'est qu'elle concerne une structuration d'ensemble, mais ça peut être pour n'importe quelle activité. En fait, au final, je m'en moque presque de l'activité. De l'activité, c'est juste la structure Ce qui compte, c'est comment on va organiser, structurer ça, les décisions qu'on va prendre. C'est quoi le projet le plus bizarre Alors, déjà, moi, j'ai vu des chiffres hallucinants sur une activité de voyance en ligne, par exemple. Ok. Je t'attendais pas du tout. J'aurais pas pensé des chiffres. Alors, en France, c'est interdit, donc la structuration s'est faite ensuite à l'étranger. Mais voilà, de la voyance en ligne, je m'y attendais pas. J'ai vu des chiffres complètement démentiels. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre comme anecdote? Oui, bon, j'ai eu le cas de la personne qui essaie d'acheter mes services de manière un petit peu particulière avec la mallette de billets. Comme dans les films. Voilà, comme dans les films. Voilà, on refuse évidemment. Il y avait beaucoup d'argent dans la mallette. J'ai même pas regardé. Enfin, on m'a donné le montant. Juste, j'ai retrouvé un. Non, même pas. Non, mais voilà, j'ai eu cette anecdote-là comme dans les films, comme dingue. tu dis, mais c'est le genre de choses, voilà. En tout cas, éthiquement, c'est difficile parce que souvent, ça implique de prendre des risques qui sont excessifs. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est des choses, en tout cas, moi, auxquelles je ne donne pas suite. C'est important de ne pas être dépendant de ce genre de propositions et de ce genre de clients. Donc, non, on est très carré, on fait les choses de manière très maîtrisée. Après, des anecdotes sur d'autres business, je te dis, j'ai eu vraiment tous les business. Je vois des fois alors, les choses qui me font... vraiment qui me surprennent. Je vois par exemple, j'ai un de mes clients, il a 25 ou 26 ans, il fait du e-commerce depuis quelques années et aujourd'hui il fait entre 20 et 30 millions seul derrière son ordinateur. Je trouve ça incroyable. Ouais. Incroyable, il est tout seul derrière son ordinateur. C'est incroyable. Mais c'est tellement enrichissant, tellement ça tire vers le haut, on se dit qu'en fait tout est possible. Une de tes particularités dans la fiscalité, c'est l'immobilier. Oui. C'est un truc qui te peut... Par la force des choses, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a de l'argent, on fait de l'immobilier, qu'on le veuille ou non. C'est la base. C'est la base de l'investissement. Selon toi, quelqu'un qui commence à avoir un peu d'argent, mais même quelqu'un qui n'en a presque pas, je suis d'accord, doit se tourner rapidement vers l'immobilier parce tu penses que l'immobilier, c'est vraiment une valeur obligatoire? Je te l'explique en 2 mots. L'immobilier, l'investissement immobilier, je ne parle pas de la résidence principale, l'investissement immobilier, c'est il y a quelqu'un que tu connais pas, la banque, qui te prête de l'argent, et tu as quelqu'un que tu connais pas, le locataire, qui te paye un loyer pour que tu puisses payer la première personne que tu connais pas. Ça veut dire qu'en fait, tu t'enrichis tous les mois par une formule mathématique niveau CP, quoi. C'est-à-dire que tous les mois, il y a quelqu'un qui t'a filé de l'argent qui est payé par une troisième personne que tu ne connais pas non plus. Donc ça veut dire que ton enrichissement est naturel quand tu fais de l'investissement immobilier. À partir du moment où tu te sers de l'effet de levier du crédit, c'est-à-dire tu t'enrichis tous les mois quoi qu'il arrive. Donc évidemment qu'il faut faire de l'investissement immobilier même si la fiscalité elle se durcit. Et justement, on voit beaucoup de règles de plus en plus sur les Airbnb, sur les... alors déjà, il y a une partie banque où c'est plus compliqué d'avoir des crédits à la banque, les taux augmentent. Et de l'autre côté, politique, il durcit les lois des Airbnb, des locations courte durée. Parle-moi un peu de ça, qu'est-ce que tu vois là-dedans parce que, alors du coup, quand on discute avec d'autres personnes, il y en a plein qui, en écoutant les infos, disent « Ah non, mais il faut absolument pas investir, c'est pas du tout le bon moment, c'est... » Alors la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un durcissement des règles. Ça, c'est une réalité. Ça n'empêche pas qu'il faut investir parce que ce qu'on a expliqué juste avant, c'est une logique générale qui s'appliquera quelle que soit la matière, quelles que soient les règles fiscales qui s'appliquent. C'est vrai qu'on a un durcissement. Alors, c'est dû à plusieurs choses. D'abord, la première chose importante, c'est de dire que depuis de nombreuses années, on a des régimes fiscaux qui sont très avantageux. Sur certains types de régimes, on arrive à ne pas avoir de fiscalité pendant des années. Alors, il n'y a personne qui le sait, en tout cas pas grand monde. Sauf qu'à un moment donné, nos responsables politiques qui s'en rendent compte
à un moment donné, décide de faire évoluer la législation. Et donc, dans les réformes qui sont envisagées, il y en a qui ne sont pas incohérentes intellectuellement. C'est-à-dire qu'il faut être objectif. On n'est pas là pour taper sur des projets de réforme qui seraient logiques. Et donc, il y a certains projets de réforme qui sont logiques, qui sont naturels. Moi, ce que j'apprécie pas dans les projets de réforme, c'est qu'on change les règles du jeu au milieu du jeu. Moi, c'est ça qui est désagréable, notamment pour mes clients, pour tous ceux qui investissent, c'est que on a mis en place une stratégie et puis on change les règles du jeu au milieu. Donc ça, c'est difficile, ça c'est vrai. Ça, c'est évidemment le premier point. Donc il y a des réformes qui sont en cours et qui sont pas forcément, on va dire, malhonnêtes intellectuellement. Et ensuite, deuxième point, tu l'as dit, pour parler un peu plus d'immobilier, il y a effectivement une loi anti-Airbnb qui a été adoptée il y a quelques semaines. J'en parlerai d'ailleurs ce soir au Tour de France un petit peu qu'on organise, mais simplement la logique d'ensemble, c'est quoi ? C'est tout simplement d'encadrer davantage la location courte durée, faire attention à la concurrence que ça cause au secteur hôtelier, faire également attention au fait que y a des gens qui peuvent plus se loger dans certaines villes. Donc il faut ralentir cette location courte durée. Et l'idée principale, c'est de donner plus de pouvoir aux responsables politiques locaux, puisque les maires vont avoir de plus en plus de pouvoir sur la location courte durée de leur ville. C'est-à-dire qu'ils vont par exemple pouvoir faire un système de quotas. Exemple, dans ce quartier, il doit y avoir que 50 Airbnb. Okay. Bon, et c'est mon quota. Et à partir de là, je donne plus d'autorisation. Finalement, ça va être un peu comme des licences, les licences 4 pour les bars. Et ils vont faire ça comme un Airbnb. C'est ça que tu veux dire ? Un petit peu. Potentiellement, ça pourrait arriver. C'est même pas potentiellement, c'est qu'à partir de maintenant, on est obligé d'avoir une autorisation pour faire de la location courte durée. Okay. Donc voilà, c'est en train de s'encadrer. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? J'en sais rien. J'imagine que dans certaines communes, c'est un vrai problème, la location courte durée. Il y a plus de location des fois que d'habitation. Exactement. Donc encore une fois, on essaie de prendre les choses de manière générale, d'être objectif et honnête intellectuellement. J'imagine que c'est pas une erreur de le faire dans certaines communes, parce que voilà. Mais encore une fois, je trouve ça positif qu'on donne plus de pouvoir aux élus locaux, comme ça chacun dans sa ville va pouvoir adapter en fonction de ce qui lui semble cohérent. Tu donnes des conseils en termes fiscaux, etc. Moi, je suis une personne, on va se mettre en situation, je suis une personne qui n'a pas envie d'écouter, d'apprendre, etc. Moi, je veux les mêmes conseils que Simon d'Aragon applique pour lui-même. Qu'est-ce que tu fais en immobilier ? Qu'est-ce que tu investis ? C'est quoi tes... Sans problème, je suis très transparent là-dessus, puisque je dis toujours ce que je m'applique à moi-même pour que ça donne encore plus de crédibilité à ce que je raconte. Moi, j'ai pas mal d'investissements immobiliers en nom propre. Aujourd'hui, j'ai plusieurs investissements immobiliers en nom propre que je fais en location meublée longue durée. Je fais pas de location courte durée actuellement. Okay. Je fais de la location longue durée uniquement. Et malgré les projets de réforme qui arrivent, je décide de conserver mon patrimoine actuel. Pourquoi ? Parce que même si ça me demande des efforts fiscaux dans les années qui arrivent, même si la fiscalité change, même si je dois payer tous les ans de la fiscalité, ma situation professionnelle fait que je peux faire face. Et donc, je vais faire le choix de faire face à cette fiscalité dans les prochaines années pour qu'au moment de la vente, dans 20 ou dans 30 ans, ma fiscalité soit pas ou peu existante. Et donc, du coup, je mise plutôt sur le long terme. C'est-à-dire que j'estime qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin d'argent complémentaire, je gagne correctement ma vie. Et donc, du coup, je préfère miser sur l'avenir, c'est-à-dire récupérer une belle enveloppe à un moment où j'en aurai besoin, c'est-à-dire peut-être quand j'aurai 50, 60 ans. À la retraite, ouais. À la retraite. Donc, du coup, Simon, toi, tu me parles de pas mal de trucs que tu fais. Donc, tu as ton entreprise, tu voyages beaucoup pour les conférences, etc. Mais du coup, dans ces conférences, il y a quelque chose en particulier que tu fais. Alors c'est vrai, chaque année, j'organise un séminaire de fiscalité, c'est-à-dire une journée complète où on fait de la fiscalité. Donc faut venir avec de l'énergie. Armé. Voilà, mais toute la journée, on fait de la fiscalité pour que tout le monde, le grand public, parce que c'est pour tous, c'est vraiment pour le grand public. Oui, il faut bien préciser que voilà. C'est pas... c'est pas chiant du tout pour le coup. Et que c'est pas trop pointu. Exactement, on fait vraiment des sujets qui concernent tout le monde. On fait une journée entière de fiscalité, ça s'appelle la fiscalité pour tous d'ailleurs, le séminaire. Cette année, il a lieu le samedi 5 avril 2025. Et c'est un séminaire qui dure une journée. Pendant toute la journée, on fait de la fiscalité. Il y a plusieurs intervenants, dont moi-même, évidemment, puisque je suis l'organisateur. Et voilà, on va travailler sur différents sujets qu'on va approfondir et puis rendre tout le monde autonome. C'est ça l'objectif. On le fait une fois par an. Ce sera la 3e édition. Les 2 premières éditions ont été exceptionnelles. Donc voilà, j'espère que la 3e sera à la hauteur, mais en tout cas, on travaille pour. Comment on fait pour retrouver ça si on veut s'inscrire ou Très simplement, sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez m'écrire, je crois qu'il reste quelques places encore. Super, je vous mets ça en description et puis n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez en apprendre plus sur la fiscalité, être entouré de speakers talentueux et en plus de ça, avoir accès à eux et pouvoir discuter un petit peu avec eux à la fin,
Ça se passe à ton séminaire. Dernière question, après on va passer au deuxième effet papillon, qui est tout aussi intéressant. C'est vrai que tu disais, tu parlais du fait de la question qu'on te pose le plus actuellement, c'est le fait de partir à l'étranger. Je suppose que le sujet qui revient très souvent, c'est on veut partir à Dubaï. Beaucoup. C'est quoi ton avis là-dessus? Pourquoi tout le monde parle de Dubaï comme un Eldorado? Et est-ce que c'est vraiment la solution de partir à Dubaï? Alors, c'est un vrai Eldorado fiscal. Ça, on peut se le dire, on peut le poser. Il y a pas Même s'il y a eu une petite augmentation d'impôts, ça reste quand même très minime comparé exactement. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'encadrer là-bas aussi les choses, un minimum. Encadrer. Oui, voilà, encadrer, mais légèrement. Mais c'est vrai qu'on n'a quasiment pas de fiscalité quand on va à Dubaï, quand on s'installe à Dubaï. Alors après, il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération. Moi, je dis toujours, changer de sa résidence fiscale, aller s'installer dans un pays juste pour des raisons fiscales, pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que si tu pars vivre dans un endroit où tu dépenses rien et tu payes rien et t'as pas de fiscalité, mais que t'es pas heureux à l'endroit où tu te trouves, ça n'a aucun sens. Enfin, le sens de la vie n'est pas d'aller échapper à l'impôt. C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est quand même de se sentir bien. Il y a un moment, il faut jouer avec la règle du jeu aussi. Non, mais voilà. Donc du coup, oui, c'est un Eldorado fiscal. Alors, plusieurs précisions concernant Dubaï. Moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées dans cette logique d'expatriation à Dubaï, 9 sur 10 reviennent au bout d'un an. C'est vrai ? 9 sur 10 reviennent au bout d'un an. Comment t'expliques ça ? Ça s'explique pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, Dubaï, c'est un niveau de vie... plus. Voilà, on monte d'un cran. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ton activité, elle n'est pas prospère dans le temps, tu peux peut-être y aller 1 an ou 2 ans. Mais si ton activité, elle diminue, rester 10 ans là-bas, c'est compliqué. Tu ne pourras pas y rester. Donc ça veut dire que tu es obligé d'avoir une exigence professionnelle qui augmente pour que ta qualité de vie se stabilise ou augmente, en tout cas si tu vis là-bas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est l'éloignement. La deuxième raison qui fait que les gens reviennent, c'est l'éloignement. Ils se rendent compte que finalement, la famille, les amis leur manquent, etc., etc. Et donc, du coup, moi, je crois que si on va s'installer à Dubaï, peut-être pour des raisons fiscales en partie, c'est très important de pouvoir se dire d'un point de vue financier, je peux prendre un billet d'avion demain et rentrer en France. Pour donner des exemples concrets à ceux qui nous écoutent, voilà, tu n'as plus la sécurité sociale française, donc ça veut dire que si tu as un enfant en bas âge, tu dois te rapprocher de ce qu'on appelle la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, puis tu dois prendre une mutuelle sur place. T'as peut-être pas les mêmes médecins. Alors je dis pas que pareil, je dis pas que c'est moins bien là-bas qu'ici, mais mine de rien, on est français, donc on est en confiance dans notre pays. Et quand on a des problématiques, on se pose des questions. On se dit tiens, si j'avais eu cette problématique en France, peut-être que j'aurais été mieux. On n'aurait pas eu de réflexion si. C'est souvent quand on est à l'étranger, enfin c'est souvent quand on voyage qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être en France. Complètement. Voilà. Là tu parles à un vrai patriote. Donc, c'est vrai que t'es très fier de ton pays, mais c'est très vrai que ceux qui la critiquent souvent n'ont pas beaucoup voyagé. Parce que quand tu vois dans certains pays, truc tout bête, mais moi quand j'étais aux États-Unis il y a quelques années, j'ai eu un souci, une intoxication qui a été un peu violente. On a dû m'amener à l'hôpital à New York. Un trajet en ambulance, une matinée, dans le couloir avec une perf histoire de me redonner un peu d'énergie, etc. $1,000. Ah ouais. Cash, à payer maintenant. Il n'y a pas de on verra plus tard, etc. Okay. C'est non, maintenant. $1,000. Ah ouais. On a une chance incroyable d'un point de vue santé, d'un point de vue éducation. Enfin, tu te rends compte qu'aujourd'hui, on peut aller à l'université française et que ça nous coûte, je crois, 600 € par an, l'inscription. Très naturellement, ça part sur le deuxième effet papillon qui va être la politique. Les deux sont liés, de toute façon. Monsieur Simon d'Aragon a des ambitions politiques. Tu vas nous expliquer très rapidement comment ça t'est venu. Qu'est-ce qui t'a fait... c'est quoi cet effet justement papillon qui t'a donné envie de t'investir beaucoup plus dans la politique ? Et puis, est-ce que Monsieur Simon d'Aragon va finir à l'Élysée ? C'est la question que tout le monde se pose. Non, encore une fois, à cette question, j'y répondrai pas évidemment. Mais non, beaucoup plus sérieusement, moi, c'est quelque chose que j'ai en moi. Ça fait partie de mon why, comme on dit, depuis un certain nombre d'années. Depuis un certain nombre d'années, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de m'impliquer pour aller changer les choses qui ne vont pas dans le pays. Et Dieu sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. On va en parler après. Pour moi, c'était fondamental, et ça fait 10 ans que je ronge mon frein, ça fait 10 ans que je me dis t'y vas pas encore. Pour une raison très simple, c'est que je me refusais à y aller tant que je n'avais pas une certaine stabilité professionnelle, économique, donc financière,
me permettant d'avancer pour les bonnes raisons. J'ai une définition très simple de la politique. On est d'accord ou pas d'accord, mais c'est ma définition. Vas-y. C'est mettre ses compétences au service de l'intérêt général. Ceux qui n'ont pas de compétences, il manque un truc. Ceux qui ne servent pas l'intérêt général, il manque un truc. Ceux qui n'ont pas les deux, c'est encore pire. Bah, j'ai l'impression que en ce moment, on est un peu dedans, là. Non, on ciblera personne. Non, mais voilà, c'est Non, pas, le but, c'est pas de cibler. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas comment tu peux servir ton pays correctement si tu n'es pas capable d'avoir au moins un domaine de compétence. Je dis pas que tu peux pas apprendre dans d'autres domaines au moment où tu y es. Je dis juste que si t'as pas été capable d'être performant sur quelque chose dans ta vie, c'est compliqué d'aller mettre au service des Français une absence de compétences. Enfin, comment tu expliques que beaucoup de politiques n'ont finalement pas cette compétence-là en question? Tout simplement si ce n'est des études et du encore, terrain. Ouais. Et encore, Oui, pas mais tous, mais, ça s'explique très facilement. C'est simplement parce qu'il y a une dépendance, dans le monde politique, il y a une dépendance des responsables politiques à l'indemnité qu'ils perçoivent. C'est-à-dire que, et ça se comprend, imagine-toi, David, que tu as une responsabilité politique, un mandat de 5 ans, par exemple. Imaginons que tu as un mandat de 5 ans. C'est ta seule source de revenus, David. Ouais. Tu gagnes 5 000 € par mois, c'est ce que gagne à peu près un député à la louche, d'accord ? Avec les avantages à côté, etc. Avec les avantages, mais voilà, tu as une rémunération, on fait comme si tu avais une rémunération de 5 000 € et tu n'as rien d'autre, David. Ok. Est-ce que tu penses, et tu as 5 ans, et tu as un mandat de 5 ans, est-ce que tu penses sincèrement que tu es capable de te battre uniquement pour l'intérêt général et de te dire, de toute façon, au pire, dans 5 ans, je ferai autre chose? Non, tu peux pas. On prend l'exemple des États-Unis. Ouais. Tu as suivi un peu ce qui se passe, Bien sûr. évidemment, avec Bien sûr. Donald Trump, Elon Musk, Bien principalement. Alors, je rentre pas dans le... Comme d'hab, je rentre pas du tout dans le côté on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je reste très factuel. Le fait qu'Elon Musk soit dans le gouvernement, je trouve que c'est une bonne chose dans le sens... Pas pour ses idées, je m'en fous, je suis pas du tout là-dedans. Sur le fait qu'il va pas dépendre de l'argent justement qu'on lui verse. C'est l'homme le plus riche du monde, il a aucun intérêt. À un moment, il y a de l'ego qui rentre en jeu pour l'argent, à un certain niveau. Au niveau dont lui est maintenant, il n'y a plus rien, il a fini le jeu. Donc, vu que tu as fini le jeu, tu es obligé de prendre ton poste uniquement pour les bonnes raisons. Selon moi. En tout cas, ça augmente les chances que tu les prennes pour les bonnes raisons. Parce qu'il va être payé, même s'il peut être payé même 30, 40 000, c'est n'importe quoi, même 40 000 $ par mois. C'est pas ça, mais lui, imaginons. Ça change pas ça. Ça change pas ça. C'est une baguette de pain. Non, t'as complètement raison. Et d'ailleurs, c'est amusant. Alors, sans faire de comparatif avec Elon Musk et Donald Trump, parce que encore une fois, c'est un système particulier. Oui, non, et en plus, c'est le cliché un peu des États-Unis, c'est-à-dire qu'on est de suite dans l'excès absolu. C'est incroyable parce que c'est un film. Hein. Je crois qu'en France, on se dit tous d'une certaine manière, putain, il nous faudrait un truc un peu comme ça. Mais en vrai, on veut pas exactement pareil. Parce que en vrai, on n'a pas besoin de mettre le gars le plus riche. On pourrait juste avoir quelqu'un, tu vois, qui... Arnaud au poste. Il n'y a pas besoin, voilà, il y a pas besoin. Ouais. Tu peux prendre juste quelqu'un qui a les bonnes logiques. En fait, ce qui est intéressant dans la nomination de quelqu'un comme Elon Musk, c'est que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est la rentabilité d'un projet. Et l'État, c'est un projet. C'est un gros entrepreneur. Hein. Non, mais c'est un grand entrepreneur. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est l'importance aujourd'hui en France de réduire les dépenses publiques. Il faut arrêter de jeter l'argent par les fenêtres. Et quelqu'un qui n'a vécu que de l'argent public ne peut pas le faire. C'est naturel, c'est-à-dire que si tu me donnes 1 million qui sont à toi et tu me dis fais-en ce que tu veux pour l'intérêt général, mais je vais pas l'utiliser comme si c'était mon million. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, il y a un problème de cohérence au niveau des dépenses publiques et je crois qu'il est temps d'aller mettre le coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que par exemple un Anthony Bourbon ou un Xavier Niel, sacré personnage qui veut devenir milliardaire, qui a pas peur de le dire, qui met un coup de pied dans la fourmilière, ou Xavier Niel qui est un peu un pirate également, j'ai l'impression que ces gens-là pourraient faire du bien à la politique justement. Alors, il ferait assurément du bien. Anthony Bourbon, j'ai eu l'occasion de le croiser pas mal de fois ces derniers mois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas son why. Son why, c'est de devenir milliardaire. C'est ça. Et il y a un point qui est très important, et on peut le dire à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, c'est que à partir du moment où tu rentres dans ce monde-là de la politique, à partir du moment où tu décides de rentrer dans ce monde-là, tu prends énormément de risques pour le reste. C'est-à-dire que tu vas avoir des conséquences sur tes business, que tu le veuilles ou non. C'est clivant. Hein. C'est-à-dire que ça rajoute le risque de contrôle fiscal et autres. Ça conduit des gens
qui t'apprécie en tant qu'entrepreneur à ne plus t'apprécier parce que tu t'es mis du mauvais côté politique. Et donc, du coup, c'est nécessairement une prise de risque d'un point de vue business. Donc, en fait, qu'est-ce qu'un entrepreneur a à gagner à faire de la politique ? Rien. Ça serait quoi ton rôle clé dans lequel toi tu penses que tu serais bon pour... Alors c'est amusant, tu as fait le parallèle avec les États-Unis et je veux pas faire du tout de comparatif, mais moi j'ai toujours dit, et j'espère que cette phrase un jour elle sera reprise correctement, moi j'ai toujours dit que si un jour je suis ministre de l'économie, je veux aussi être le ministre des économies. C'est important d'être le ministre de l'économie française et le ministre des économies dans le pays. Il y en a marre de toutes ces dépenses publiques qui ne sont pas nécessaires. Et des exemples, il y en a plein. Je n'ai pas forcément envie d'en prendre parce que je vais forcément cibler. Mais on a eu des exemples récemment de responsables politiques qui payent avec de l'argent public des dîners. Mais des dîners, attention, des dîners à des sommes astronomiques. Oui, pas le reste du coin. Oui, non, mais moi, quand je vois les sommes, je sais même... Moi, j'ai jamais réussi, alors que je gagne bien ma vie, j'ai jamais réussi à mettre la moitié de ce montant-là dans un repas. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion totale et il faut quelqu'un qui soit capable de gérer un budget. Il faut un entrepreneur. Et pour redresser la situation du pays, c'est soit on fait des économies, soit on augmente les impôts. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on va à la catastrophe. Parce que, en fait, plus ta dette augmente, plus l'État français a besoin d'emprunter de l'argent. Si tu empruntes de l'argent, ça veut dire que tes intérêts augmentent. Les intérêts, tu sais, quand tu fais un primo, tu as des intérêts à rembourser. Donc, tu vas devoir emprunter plus. Et plus ta situation économique se dégrade, plus tu empruntes à des taux élevés. C'est-à-dire que plus notre dette, elle augmente, et plus on emprunte à des taux élevés. Ça veut dire qu'il y a quelques mois, la France empruntait à 2,81% à peu près. Aujourd'hui, on emprunte à 3,30% à peu près. En quelques mois. On emprunte au même niveau que la Grèce. Non mais on rigolait il y a quelques années. Hein. Ah, c'est catastrophique. Aujourd'hui, on emprunte plus cher que l'Espagne et l'Italie. Bon, l'Espagne et l'Italie étaient considérés comme les mauvais élèves il y a 2-3 ans. Ils ont pris des crises. Ils ont pris des crises que nous, on n'a pas forcément eues. L'Allemagne emprunte beaucoup moins cher que nous. Pour faire des comparatifs, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est important de dire... C'est important de se situer par rapport au reste. Aujourd'hui, on est clairement le mauvais élève. Hein. On est en instabilité totale. Là, aujourd'hui, on a des responsables politiques, pas tous, hein, des responsables politiques qui sont totalement déconnectés. Et aujourd'hui, je vais le dire, aujourd'hui, notre espoir, c'est Jordan Bardella. C'est ça notre espoir. Non, mais sérieusement. Non, mais soyons sérieux. C'est-à-dire, on est prêt à envoyer, quel que soit son âge. Moi, j'ai aucun souci avec l'âge. Hein. Il est brillant en communication, il est brillant en prise de parole. Oui, il faut lui reconnaître il a des qualités indéniables. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, notre seul espoir, c'est un gars qui a jamais bossé. Oui, c'est vrai qu'il a jamais eu de... il a jamais eu pas une seule, hein, pas de job étudiant, rien. On peut nous faire le storytelling, il a grandi en cité. Ça, c'est du storytelling. Mais dans les faits, il n'y a rien de concret. Là. Dans les faits, on ne peut pas confier le redressement d'un pays à des gens qui ne savent pas ce que c'est la vraie vie. Ouais. Ce n'est pas possible. Alors demain, Simon d'Aragon, élu ministre des économies. Nommé, parce que c'est pas... On n'est pas élu. On n'est pas élu quand on est nommé ministre de l'économie et des économies. Du coup, t'es au micro. 5 premières mesures, là maintenant de suite. Ah, c'est difficile. C'est difficile de prendre 5 mesures, mais... Et en plus, elles sont pas populaires, hein, celles que je vais prendre. Hein. C'est difficile. Hein. À toi de... On y va, 5 mesures. Alors, ça dépend. Ça peut être 5 mesures fiscales ou 5 mesures d'économie. On va prendre 5 mesures d'économie. Là, je te dis vraiment, 5 mesures, il faut vraiment les faire là. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais là, c'est vraiment les 5 premières qu'il faut mettre en marche. Alors déjà, la première, c'est que je considère que les responsables politiques doivent donner l'exemple. Mmh. Donc déjà, tu prends les indemnités des parlementaires et tu réduis de 500 € par parlementaire. Okay. Je sais pas si tu as la calculette pour faire le calcul. Si tu l'as pas, j'attrape mon téléphone qui est derrière. On peut le faire, dis-moi. Ok. Donc tu fais 500. 500. Fois 12. Fois 12. Fois 577. Fois 577. Égale combien ? 3 462 000. Ok, donc 3,5 millions. Fais un deuxième calcul. Donc ça, c'était pour les députés. Maintenant, tu fais 500 fois 12. 500 fois 12. Fois 348. Fois 348. Ça fait combien ? 2 88 000. Ok, donc là, on vient d'économiser 5,5 millions juste en réduisant l'indemnité des députés et des sénateurs, parce que le deuxième calcul, c'était pour les sénateurs. 500 €, on réduit juste, c'est-à-dire qu'au lieu de 5 000 ou 5 500, ils gagneront 5 000 d'indemnité. On vient de gagner 5,5 millions. On a pris quoi ? Une seconde pour refaire. Le problème, c'est ce que c'est que c'est à eux de voter cette mesure. Ça, c'est chaud. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, mais je me dis que celui qui va apporter cette proposition,
au niveau popularité, il va exploser. Je comprends toujours pas pourquoi il n'y en a pas un qui le propose. Hein. Parce que niveau popularité, ce serait exceptionnel. C'est-à-dire que ce serait refusé, mais le gars aurait la popularité. Je vais pas en prendre 5 parce que 5 c'est beaucoup. Je vais pas te dévoiler tout mon programme. Surtout que je l'ai pas encore terminé. Je travaille dessus. Non mais ça vaut, je suis très sérieux. Je travaille vachement là-dessus. Enfin, je travaille beaucoup sur ces sujets-là avec d'autres spécialistes qui font partie de mon équipe un peu resserrée pour plus tard. Et on travaille justement sur la mise en place de réformes. Je t'en donne 2, mais je vais pas tout dévoiler. Mais oui. voilà, des exemples comme ça, t'en as des centaines. Et pour revenir aux économies que tu as faites juste avant, tu disais on peut pas, ça sera pas voté parce que c'est eux qui votent, etc. Est-ce qu'un 49.3 serait envisageable pour Ce serait intéressant. Ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui fasse passer en force. Est-ce que ça serait pas une guerre Et en fait, tout est lié. C'est-à-dire que t'imagines la mesure que je viens de te donner, si tu la mets dans le podcast et qu'elle explose, t'imagines que du coup là je me fais 577 plus 348 ennemis d'un coup. Moi vraiment, je te le dis, je profite du podcast, il servira, j'espère, un jour. Je lance clairement un appel à tous les investisseurs, à tous les entrepreneurs, à tous les salariés du privé, en fait, à tous ceux qui bossent tous les jours, et même les fonctionnaires du public, en fait, à tous ceux qui bossent tous les jours, je lance un appel. Impliquez-vous. Mouillez-vous. Allez-y. Proposer des solutions différentes. Moi, j'ai pris mes responsabilités, tu le sais, il y a quelques semaines, je me suis présenté aux élections législatives. Du jour au lendemain, j'ai pris mes responsabilités, j'y suis allé alors que j'avais beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Hein. Mais à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je suis un citoyen lambda, on va dire, qui écoute les infos, qui écoute les programmes politiques, etc. Sur les dernières élections, il y a 3 sujets qui sont énormément revenus, et du coup j'aurais aimé avoir ton avis rapidement sur ces 3 points-là. Le premier, dont tout le monde a beaucoup parlé, c'est le revenu universel. Ok. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Alors, tu veux réexpliquer peut-être ce que c'est, le revenu universel, ou tu veux que je le fasse moi ? Le revenu universel, concrètement, c'est l'idée qui est développée, en tout cas si c'est à ça que tu penses, c'est l'idée qui est développée qu'on devrait donner un revenu minimum à tout le monde, même ceux qui ne travaillent pas, et que finalement, en fait, le travail ne serait pas forcément la chose la plus importante pour pouvoir être rémunéré. Chacun devrait avoir une base qui lui permet de vivre tous les jours, quelle que soit son activité du quotidien. C'est une idée qui a plutôt tendance à être positionnée à gauche, voire à l'extrême gauche, dans l'idée, tu vois, dans l'idée. Mais par contre, je me pose une vraie question, moi, là-dessus. Est-ce qu'on ne va pas y aller quoi qu'il arrive ? Parce que quand je vois l'intelligence artificielle qui se développe, je me dis, il y a tellement de jobs potentiellement qui vont disparaître que est-ce que le revenu universel ne sera pas la seule solution que tout le monde ait un revenu ? Donc, je crois que c'est un sujet qui va faire débat dans l'avenir. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour en parler, mais je pense que c'est un sujet qui va faire débat dans l'avenir. La prison est un sujet qui est beaucoup revenu également, sur la surpopulation des prisons, sur les conditions, sur parfois même le laxisme qu'il y a dans certaines prisons. On voit aussi des trucs comme des gens qui se snappent ou qui mettent des vidéos dans les prisons, t'as l'impression que t'es à l'hôtel Ibis ou que t'es dans un appart étudiant. Et ça énerve un petit peu, triste, on va dire, la population quand on voit ça. Certains parlent également de la peine de mort. Mais certains voudraient la revoir arriver. Certains sont contre parce que certains disent que la peine de mort coûterait plus cher que la prison pour... Que tenir une personne en prison. C'est quoi un peu ton avis sur la prison actuellement, la peine de mort, etc. Alors, il y a pas mal de développement à faire sur ces sujets-là. C'est vrai que quand je te dis de synthétiser, c'est compliqué. Je vais essayer de synthétiser, mais bon, déjà aujourd'hui, on a une surpopulation carcérale. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de places de prison pour les gens qui mériteraient d'y être. Et donc, du coup, on se retrouve avec des magistrats qui ne peuvent plus prononcer les peines que mériterait l'auteur des faits, l'auteur de l'infraction, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de place en prison. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous dit que pour construire une prison, il faut 3 ou 5 ans. Qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Non, mais 3 ou 5 ans, non, mais on a besoin de places de prison tout de suite. Là. Ouais. Donc, il faut accélérer, il faut trouver un moyen d'accélérer la construction des prisons. Alors, personne ne veut de prison à côté de chez lui. C'est ça le problème aussi. C'est que personne n'en veut. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas assez de places de prison, mais personne ne veut de prison sur son territoire. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet de dire, bon... À un moment donné, l'intérêt général nécessite la construction de prisons, il faut construire des prisons. Et puis enfin, le dernier point, et c'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur, et on va revenir sur ma matière, tu vois, tu parlais des mesures que je voulais mettre en place, et ben là franchement, je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Il faut savoir qu'une personne en prison, en moyenne, coûte 120 € par jour.
ça veut dire qu'on finance les infractions, enfin les punitions qui sont consécutives aux infractions qui ont été commises. Il y a un vrai problème là-dessus. Ça veut dire que, concrètement, je suis désolé de prendre cet exemple, ça veut dire qu'un gars qui a commis un attentat en France, et c'est le cas, il y a quelques années, là, aujourd'hui, le contribuable français paye pour qu'il soit enfermé. C'est pas possible. La logique est pas bonne. C'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai sujet, et moi, ça, c'est un truc auquel je suis en train de m'intéresser en ce moment, où il faut que quelqu'un qui est en prison, il faut une contribution financière de sa part, de la part de la famille. Et s'il a rien ? S'il a rien, là, il y a un vrai sujet. C'est pour ça qu'on peut pas trancher le débat globalement aujourd'hui. Oui, moi, j'ai pas fini d'y réfléchir, mais on peut pas fixer le truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un sujet de participation économique. Je veux dire, le gars, il coûte 120 € par jour pour être enfermé. Et la peine de prison, tu penses que c'est pas la peine de mort, tu penses que c'est pas une solution ? Il faut vraiment avoir en tête que ça a été une lutte pendant des années pour supprimer la peine de mort, pour abolir la peine de mort. Et l'idée qu'il y avait derrière, c'est que personne n'a le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Je suis d'accord avec toi. On a tous dans notre quotidien des fois des réactions fortes quand tu entends des choses qui sont touchantes. Quand tu entends un individu qui a violé des enfants, quand tu entends un attentat, tu n'as qu'une envie. Qu'il arrête. Non mais t'as qu'une envie et on l'a tous cette envie. Sauf que juridiquement, la limite qu'on franchirait en rétablissant la peine de mort, je ne sais pas. On va terminer sur le dernier effet papillon. Ça va être le temps personnel, le temps professionnel. Ceux qui suivent tes aventures et ceux qui te connaissent savent que tu es toujours sur les routes, toujours occupé par le travail, peut-être même trop parfois. Mais c'est vrai que, alors pour information, vous voulez parler à Simon, il est disponible à peu près tout le temps. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas un moment, il y a des fois où je te réponds, où je t'écris, le soir, à 23h, tu es capable de me répondre. Et si j'ai pas une réponse le soir à 23h, je l'ai le matin à 6h du matin. Donc, et sinon, tu t'inquiètes. Alors là, par contre, si j'ai pas de nouvelles dans les 24 heures, là, je commence à m'inquiéter. Mais c'est vrai que tu es tout le temps très occupé, tu es tout le temps dans les avions, tu es tout le temps en conférence, tu es tout le temps... tu fais vraiment beaucoup de choses parce que c'est ta passion. Et quand c'est la passion de quelqu'un, on a tendance à pas compter ses heures. Moi, je me demande déjà comment tu fais pour avoir une vie personnelle. Est-ce que tu peux avoir une vie personnelle ? Et comment tu arrives à développer des passions annexes ? On va y revenir après que tu répondes à cette question. Mais tu as sorti un album de slam, donc qui mélange slam et entrepreneuriat. Comment on peut réussir à faire ce projet alors que tu es tout le temps occupé ? Et comment tu arrives à passer un peu de temps personnel pour la famille, les amis Déjà, il y a une phrase pour moi qui est très importante, que je répète tous les ans et que je me répète très souvent. Je dis toujours que c'est en faisant de la quantité qu'on finit par faire de la qualité. Et je crois que c'est fondamental. Et tu prends les sportifs de haut niveau, ils s'entraînent tous les jours pour arriver à un certain niveau d'exigence le jour du match. Et ils s'entraînent de nouveau tous les jours et ainsi de suite. Et donc, du coup, je crois que c'est fondamental de faire de la quantité pour être de plus en plus qualitatif. Et donc, je m'applique ce raisonnement à moi-même, c'est-à-dire que oui, je travaille beaucoup. Alors, ça me passionne, donc je travaille beaucoup. Donc ça, c'est un premier point important. Le deuxième point important, c'est que ce qui fait aussi ta crédibilité, ta légitimité aujourd'hui, c'est certaines valeurs que je considère essentielles, comme la réactivité. Quand on m'écrit, moi je te réponds pas dans 3 jours, 4 jours, 5 jours. Quand tu me téléphones, je vais pas faire semblant de laisser sonner le téléphone parce que je veux faire semblant d'être occupé. Ta question, elle est intéressante. Évidemment que c'est toujours difficile de trouver l'équilibre, et j'en parle d'ailleurs dans mon album de slam. C'est difficile de trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est très difficile parce que l'entrepreneuriat, par définition, c'est quelque chose d'excessif. C'est-à-dire que par définition, moi, je dis toujours, elle n'est pas de moi non plus, l'entrepreneuriat, c'est je commence à fond et ensuite j'accélère. Et en fait, je trouve que c'est vraiment parlant cette expression. C'est on est tout le temps à fond et donc on est dans un excès. Et comme on est dans un excès, on a tendance à laisser de côté tout le reste. Et donc c'est très difficile de trouver cet équilibre. Moi aujourd'hui, j'ai pas du tout la prétention de l'avoir trouvé. Mais par contre, quand je m'impose un projet personnel comme le slam, parce que c'est un projet personnel, par contre, j'y mets la même rigueur qu'au niveau professionnel. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce projet, et ça, ce que tu vas prendre, c'est l'aboutissement de ce projet. Personne ne l'a vu encore. Ça c'est collector. C'est le vinyle de cet album. On a lancé ça l'année dernière au séminaire. On fait un séminaire par an, on a lancé ça au séminaire.
quand j'ai fait le slam, je l'ai fait dans des conditions professionnelles. C'est-à-dire qu'au début, je raconte l'anecdote, hein, j'étais l'année dernière à Tenerife, en fin d'année, avec un ami qui s'appelle Tony. Il est partout celui-là, c'est fou. Et donc, je prenais du temps, notamment dans l'avion, depuis quelques jours, pour écrire des textes de slam. Et j'écris ce texte. Et puis, à un moment donné, à Tenerife, pendant ces quelques jours, je bossais là-dessus, tu vois, j'écrivais. Je vais voir Tony, parce que Tony, il a un passé musical. Et je lui dis, écoute, Tony, je vais te faire un truc, là, maintenant. Écoute, ça reste entre toi et moi. Si c'est de la merde, dis-le moi de suite, s'il te plaît. Dis-moi, genre, on rigole un bon coup ensemble. On rigole un bon coup et on n'en parle plus jamais. Ouais. Voilà. Il me dit, ok, d'accord, vas-y. Et donc, je prends un premier texte que j'avais fait et je lui fais. Et il me regarde, il me dit, ça, il faut le faire en mode pro. C'est excellent, il faut le faire en mode pro. Et donc, à partir de là, il a déclenché quelque chose que je n'aurais pas déclenché moi. Il a appelé vidéaste pour faire clip. On s'est renseigné pour réserver des studios d'enregistrement. En fait, on est passé en mode pro. Lui, il s'est impliqué sur toute la partie musicale parce qu'il avait bossé là-dedans quand il était plus jeune. En fait, on s'est mis en mode pro. Et on a fait ce projet comme des pros de la musique, comme un vrai artiste. Et donc, c'est un projet personnel, mais que j'ai fait comme un vrai artiste. Je l'ai même pensé comme un business presque. C'est-à-dire, je me suis dit, attends, dans le slam, il y a quoi comme concurrence? Alors que je suis personne, j'en ai jamais fait. Grand Corps Malade, ok, on va s'occuper de lui. donc, en vrai, quand je te dis slam, tu penses à qui? Grand Corps Malade. Qui d'autre? Personne. C'est vrai. Du coup, on est deux. Non, mais je plaisante. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais clairement, du coup, il n'y a du coup pas de concurrence. Et surtout, j'ai voulu faire des textes, ceux qui nous regardent iront voir, j'ai voulu faire des textes en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec les valeurs qui sont importantes dans le quotidien, comme le travail, comme l'importance de bien choisir son entourage, comme des choses qui me parlent touchent dans mon quotidien. Exactement. En vrai, Alors, il est venu ce matin en m'apportant ce cadeau-là, parce que ça, c'est les premières, ça, c'est exclusif. Et exactement, c'est les premiers. Et surtout, ce que je disais à David en lui donnant, et à Tony, parce que je lui en ai donné un aussi dans la foulée, c'est que c'est un travail collectif. C'est-à-dire que les photos qui sont sur cette pochette, c'est moi. C'est David qui les a faites, c'est les photos officielles de l'album, c'est un travail collectif. Tony a participé à la production de la musique de certains titres. Et en fait, c'est un travail collectif. Et seul, j'y serais pas arrivé. Je me suis entouré des bonnes personnes. Je me suis entouré des gens en qui j'ai confiance, qui ont poussé le projet. Les amis, il faut que vous alliez sur Spotify ou sur Apple ou n'importe quoi, Simon d'Aragon, et vous écoutez ça. Et vous me faites un retour. Et vous lui envoyez un message privé pour faire un retour. En tout cas, c'est vraiment déjà un super objet. J'adore les vinyles. Carrément. Et qui a beaucoup de signification. Et donc, du coup, pour revenir un peu plus globalement à la vie pro, vie perso, c'est vrai que quand tu disais c'est un métier, enfin, c'est à part entière, l'entrepreneuriat. Moi, c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, j'étais avec une personne qui suivait mes aventures entrepreneuriales parce que j'avais monté une autre boîte avant. Et c'est vrai que du coup, quand une personne ne comprend pas ou ne connaît pas l'entrepreneuriat, elle a du mal à concevoir ton quotidien et notamment ce que tu as dans la tête. Et la différence que je voyais entre, du coup, moi, ma partie entrepreneuriale où, du coup, je galérais et je travaillais vraiment du matin au soir avec un de mes meilleurs amis qui était mon associé. Et c'était compliqué. Et elle qui avait, du coup, le travail de salariat et à 18h, elle finissait le travail et tout. Moi, à 18h, elle fermait l'ordi. Elle me disait, bon, go, on fait quoi? On sort, on fait... Et moi, j'étais en mode, putain, non, j'ai tellement d'emmerdes. Je recevais des mails, des trucs, des clients qui étaient pas contents, les entreprises avec qui on bossait qui étaient pas contentes, des montants qui étaient pas validés, enfin, que des conneries. Et du coup, à 18h, j'avais pas envie de m'amuser. J'avais pas envie de faire la fête, j'avais pas envie de sortir au resto. Et si je sortais, j'avais quand même ça dans la tête. Bien sûr. Et le matin, quand je me réveillais, je regarde mon téléphone, et il y avait encore des merdes qui s'accumulaient. Et du coup, c'est vrai qu'une personne qui ne connaît pas ce quotidien, du coup, soit qui l'accepte et qui deal avec toi et qui va dans ton sillon, ou alors une personne qui est soit entrepreneuse, soit qui le comprend et c'est ok. Et c'est très compliqué de... Et toi, comment du coup t'arrives à gérer cette partie personnelle où tu te dis, t'es tout le temps en train de bouger, de voyager, parce que c'est vrai que t'es pas souvent au même endroit. Il y a même des fois où en une semaine, t'as dormi 2 fois chez toi. Alors, j'essaie quand même de ralentir ce rythme-là que j'ai eu pendant 2 ou 3 ans.
qui était particulièrement excessif, surtout quand tu sais, tu as des applications qui te permettent de savoir combien de nuits tu as passé à l'hôtel dans l'année. Et là, tu fais waouh. Et là, tu te dis, ouais, non, là, il y a quand même un excès. Même pour ton bien-être mental. Voilà, même pour le bien-être global. Donc, ça, c'est quelque chose que j'essaie de me cadrer un peu plus là-dessus parce que l'équilibre, on en a tous besoin. Et puis mine de rien, il faut que la santé soit là. Donc voilà, on essaie de cadrer un peu plus les choses. En revanche, c'est vrai que tu as raison. C'est important d'être compris. C'est important d'être accompagné, c'est important d'être soutenu. Et donc, j'essaie de m'astreindre dans le choix des personnes qui m'entourent à ce soutien quotidien, à cette compréhension. En fait, d'une certaine manière, moi, j'ai toujours dit, et je suis très à l'aise avec ça, c'est apprendre ou à laisser. Moi, je fais toujours ce que je veux. Et je crois que c'est important de le dire, il faut faire ce qu'on a envie. Pendant des années avec mes amis de la fac, je leur fais un clin d'œil parce que c'est la première fois que je raconte ça. Avec mes amis de la fac, souvent on allait manger un morceau le soir, une fois par mois, ça arrivait, on se rejoignait, on mangeait un morceau. Et eux, tout le temps après, du coup, ils sortaient, ils poursuivaient la soirée. Et moi, j'étais toujours celui qui faisait pas la deuxième étape. Jamais. Ok. Et à chaque fois, ils insistaient d'une certaine manière. Et en fait, moi, j'ai jamais donné suite. J'ai toujours été conforme à ce que je voulais faire. C'est-à-dire, en fait, moi, j'avais juste envie de rentrer pour pouvoir être en forme le lendemain matin, bosser correctement le lendemain matin. J'étais une certaine rigueur. Hein. Certaines rigueurs que je me suis imposées depuis toujours. Et en fait, je faisais tout simplement ce que j'avais envie. J'étais en accord avec moi-même. Est-ce que t'as pas peur de... Quand tu dis tu commences à fond et après t'accélères, est-ce que t'as pas peur de trop, on va dire, te mettre à fond dans le travail, entre guillemets, même s'il faut. À un moment, on est entrepreneur, si on veut se développer, si on veut gagner de l'argent, si on veut être périn pour plus tard, il faut se donner les moyens. Bien sûr. Mais est-ce que à trop donner comme tu fais, t'as pas peur de te cramer les ailes avant de pouvoir en profiter? C'est parce que, pour faire le lien sur Kiev, la première fois on s'est rencontrés, Tony m'appelle pour me dire viens à Kiev avec moi. Et moi je sortais d'un gros souci de santé où j'étais alité pendant plusieurs mois, etc. Je me suis rendu compte à ce moment-là que il y a une période où j'ai été malade, où je me suis dit c'est fini. La vie que j'ai eue avant et ce que j'ai pas pu faire, je pourrais plus jamais le refaire. J'ai eu vraiment ce sentiment pendant quelques semaines en me disant tous les trucs où j'aurais pu dire oui, j'aurais pu en profiter, où j'aurais pu partir en vacances, où j'aurais pu profiter avec mes amis, ma famille, etc. C'est fini. Je serai dans ma condition. Tony, du coup, me dit viens à Kiev avec moi, ça va être cool. C'était juste avant la guerre en plus, donc c'était chaud. Je n'aurais jamais de ma vie accepté sa proposition si j'avais pas eu ça, tu vois. Parce que je suis quelqu'un d'assez mesuré. Je réfléchis toujours, en plus je connaissais pas forcément les gens avec qui il allait, enfin très cadré. Bien sûr. Et au final ça a été une de mes expériences pro les plus cool que j'ai pu avoir, puis ça m'a permis de me rapprocher de Tony, de te rencontrer, de rencontrer plein de personnes, etc. Et tu vois, est-ce que t'as pas peur de louper des moments comme ça personnels parce que tu te crames trop ou Comme je te l'ai dit, je fais ce que j'ai envie. Et à partir de là, je suis en accord avec moi-même tous les matins dans ce que je fais et je pense qu'il y a un temps pour tout. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai dit, je suis en train de décaler un peu mon équilibre. Il était encore plus excessif il y a quelques temps, il l'est moins. Clair. Non mais il l'est moins parce qu'aujourd'hui j'aspire à d'autres choses, j'ai envie d'autres choses. Ça évolue avec le temps. Ça évolue avec le temps et donc du coup non, je suis très en accord, je pense pas me cramer les ailes, je pense que alors, personne n'est invincible mais quand je sens que j'ai des coups de moins bien physiques, désormais j'écoute mon corps, tu vois, je décide par exemple de prendre 24 ou 48 heures où j'annule tout et je prends le recul. Quand j'ai envie de voyager, de partir à l'étranger, on le fait en fait. On le fait, on se l'est prouvé, on le fait quand on en a envie. Ça nous empêche pas de bosser parce qu'on est entre nous et on se comprend. On part n'importe où, on part 4 jours n'importe où. S'il y en a un qui veut rester dans l'endroit où on loge, bosser une journée, en fait, il va pas être jugé par les autres. Pas les autres et c'est ok. Donc je crois qu'au contraire, on est en train petit à petit, tous ensemble, que ce soit dans le groupe ou globalement, je pense qu'avec le temps, on ajuste certains équilibres. Moi, je suis très ok avec la vie que j'ai aujourd'hui. Et peut-être qu'elle va changer dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, ou peut-être que je vais garder le même rythme. En fait, du moment que je suis en accord avec moi-même, je serai très à l'aise. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, dans n'importe quoi? L'Élysée. Non, je plaisante.
C'est dit, Non, c'est dit. non, on la refait. Ben, déjà, je te remercie pour l'invitation à ce podcast. Ça passe un bon moment. Très bon moment, en plus avec un ami, donc ça roule tout seul. Non, simplement, peut-être pour se projeter un petit peu, comme vous l'avez compris, comme tu l'as compris, j'ai l'ambition d'aller servir l'intérêt général à un moment donné, parce que j'ai envie que les choses changent, parce que j'ai envie que les choses évoluent, et moi j'y crois encore. Je sais que beaucoup de gens n'y croient plus, moi j'y crois encore, on vit dans le plus beau pays du monde, donc j'espère que je vais y arriver. Et puis, j'espère que j'aurai le plaisir de croiser tous ceux qui nous regardent, que ce soit à l'occasion de conférences, de séminaires, de rendez-vous, de moments informels, comme ça m'arrive régulièrement à l'aéroport où je croise des gens et on a un échange informel sur leur situation. Et voilà, j'espère tout simplement que c'est la relation humaine qui va guider notre vie, parce qu'en fait, en vérité, je pense que c'est ce qui nous enrichit le plus, c'est les relations humaines qu'on noue au quotidien. Donc voilà, je crois qu'on peut se souhaiter mutuellement ça, de continuer à avoir des relations humaines qui nous enrichissent, d'être heureux et puis d'être en accord avec soi-même, tout simplement. Non, mais en tout cas, franchement, super épisode. Merci beaucoup pour Merci à toi. Toutes ces informations. On espère du coup te voir un peu plus en politique, parce que en tout cas, je t'avoue à titre personnel, ça donne envie d'avoir des gens qui se bougent comme ça. On rêverait d'en avoir beaucoup plus que ça. Je te souhaite que des bonnes choses. Merci beaucoup. Pour le podcast, vous pouvez le retrouver donc soit sur YouTube le 1er du mois, ou bien vous pouvez le retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, une semaine après. Comme ça, on favorise la vidéo, parce qu'il y a du budget, donc il faut quand même valoriser ça. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu. Et puis nous, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Merci David. À la prochaine.